Mesdames, Messieurs, bonjour. Pour la seconde fois, Télémidi, l'édition de 13 heures d'information première, vous est diffusée en direct du Salon de l'Agriculture, vous vous en rendez compte bien sûr, et j'en profite là pour remercier de leur hospitalité au nom des journalistes et des techniciens de Télémidi, les organisations et les professionnels de l'agriculture. Sur le bloc-notes de ce jeudi 11 mars, quelques titres. Dossiers sociaux d'abord, grève possible dans la fonction publique et chez les pompistes, réponse cet après-midi des syndicats des navigants aériens. L'atome, le commissariat à l'énergie atomique a décidé d'entreprendre sans plus tarder l'étude de l'implantation d'une usine civile de séparation de diffusion gazeuse. C'est ce qu'a annoncé ce matin à Pirlate M. Giraud, l'administrateur général du CEA. Un cocktail de ciel bleu et de nuages sur la France aujourd'hui, mais confirmation, la vague de froid est passée, elle aurait été la dernière de l'hiver. En sport, 21e Paris-Nice, première classique de la saison, Eddy Merckx se place tout de suite à 2 secondes en tête de Poulidor. Football, Marseille trébuche devant Angers 2-1. Tiercé évidemment cet après-midi à Auteuil dans le prix Komodo. Mais le plus gros titre aujourd'hui nous vient de l'Irlande du Nord. La situation était déjà très grave. Un échelon supplémentaire a été gravi dans l'escalade. Hier soir, dans la banlieue de Belfast, 3 jeunes soldats écossais, dont 2 n'avaient pas 20 ans, ont été enlevés à la sortie d'un pub et exécutés d'une balle dans la tête. Leurs corps ont été retrouvés dans un fossé à 4 km de la ville. Personne ne sait encore qui sont les meurtriers. On a beaucoup pensé à l'IRA, mais l'IRA vient de démentir. Alors, Alain Cancès, vous revenez d'Irlande. En quelques mots, pensez-vous que l'IRA soit pour quelque chose dans cette exécution? D'une part, l'IRA a démenti. Et si l'IRA a démenti, c'est sans doute qu'elle n'y est pour rien. De plus, les conditions dans lesquelles cette exécution a eu lieu ne ressemblent en rien à ce qui s'était déjà passé en Irlande. Ces jeunes gens étaient en civil, s'étaient rendus dans un pub pour boire, ils sortent, ils sont exécutés. Ce ne sont pas d'habitude la façon dont l'IRA agit avec les soldats britanniques. Alors, bien entendu, qui? Il est difficile, pour ne pas dire impossible, de penser à un règlement de compte à prévoir, ça me paraît exclu. Faut-il voir là une provocation? Est-ce que certains éléments extrémistes, disons protestants, auraient voulu provoquer des incidents irréparables pour monter le climat, pour monter l'armée britannique et pouvoir exploiter la situation? C'est une question qu'on peut se poser. On peut se la poser car on est en Irlande comme partout à la veille du week-end et vous savez que les week-ends en Irlande sont souvent très difficiles. D'ailleurs, rappelez-vous comment les choses se passent d'ordinaire. Rappelez-vous comment ça s'est passé les autres fois. Les soldats britanniques vont dans des quartiers catholiques. Ils entreprennent de fouiller les habitants, ils sont à la recherche des armes, ils sont à la recherche des militants de l'IRA, ils entrent dans les maisons, et bien sûr, très vite, la population catholique commence à réagir. Une manifestation se forme, les femmes ne sont pas dans ces manifestations les moins actives. Au début, tout paraît devoir bien se passer, et puis très vite, les choses vont dégénérer. C'est-à-dire qu'on va passer de la manifestation encore calme à l'affrontement, aux heurts, bientôt aux charges et aux cocktails Molotov. Et c'est en général à ce moment-là que l'IRA choisit d'intervenir. C'est pendant ces combats, et sous prétexte de défendre les quartiers catholiques contre la présence des militaires britanniques, que les soldats de l'IRA ouvrent le feu. Et les 2 précédentes victimes qui avaient eu lieu en Irlande sont intervenus au cours d'émeutes de ce type. C'est-à-dire qu'au cours de ces émeutes, des soldats de l'IRA, des tireurs, ont ouvert le feu et abattu de soldats britanniques. Mais jamais l'IRA n'avait procédé à une exécution de sang-froid comme celle qui s'est passée hier. Est-ce que cette exécution ne risque pas de provoquer des réactions des extrémistes protestants? À mon avis, c'est tout le problème. Je vous l'ai dit, on est maintenant à la veille du week-end en Irlande, de ces week-ends chauds. D'une part, les soldats britanniques, c'est évident, vont être à la fois inquiets et furieux. D'autre part, les protestants ont une bonne occasion là d'exploiter la colère d'une partie de la population. Donc il est à craindre effectivement que cette fois-ci le week-end en Irlande soit très dur et qu'au cours des émeutes qui pourraient éventuellement se produire, cette fois encore les soldats de l'IRA, là aussi, ouvrent le feu sur les soldats britanniques. C'est ce que nous allons voir. Les affaires françaises maintenant, d'abord les dossiers en instance. Fonction publique, hier tous les syndicats ont repoussé le contrat 71 proposé par le gouvernement. Le gouvernement a néanmoins décidé de débloquer au cours d'un prochain Conseil des ministres une première série d'augmentations en attendant la reprise des négociations. Chez les syndicats, on parle de grève, mais rien n'est décidé pour le moment. Navigation aérienne, les navigants continuent de voter pour ou contre les propositions faites par les compagnies. Réponse ce soir, on ne saura sans doute dans Télé Soir si les avions des compagnies françaises vont pouvoir reprendre l'air dans les jours qui viennent. Le ministre du Travail prépare une réforme de la loi de 1950 sur les négociations collectives, en particulier la possibilité de sanctionner les employeurs qui boycottent les négociations syndicales en cas de crise.
En 1970, la grève a coûté 1 700 000 journées de travail à l'économie française, 500 000 de moins qu'en 1969. Principales régions touchées par cette grève, le Nord, la région parisienne et la région Rhône-Alpes. La fusillade de Puteaux, deux nouveaux membres de l'équipe de M. Secaldi-Reynaud, le maire sortant de Puteaux, ont été inculpés pour avoir participé à l'attaque contre les colleurs d'affiches de M. Dardel. Il s'agit de M. Battestini et de M. Diemer. 15 inculpations ont donc jusqu'ici été prononcées par le juge Galmiche dans cette affaire. Enfin, journée nationale de protestation des avoués en France. Ils veulent manifester contre certains projets de la réforme des professions juridiques et judiciaires. Un avoué a expliqué son point de vue à Alain Cancé. Les avoués ne sont absolument pas des auxiliaires des avocats. Ce sont au même titre que les avocats des auxiliaires de justice, et ils ont leur rôle spécifique dans l'organisation judiciaire française. L'avoué en lui-même est un homme qui a acheté un office, il est officier ministériel, le mot office que l'on connaît plus exactement sous le nom d'étude, et son rôle consiste en particulier à représenter devant la juridiction de droit commun, le tribunal de grande instance, les parties qui ont un procès à faire. L'unicité des professions juridiques et judiciaires, pour le cas où cette unicité serait décidée par le gouvernement, cette unicité mettrait sur le même pied un certain nombre de professionnels actuels et qui exerceraient la même profession, qui serait une profession tout à fait nouvelle et qui serait la suppression très certainement des professions existantes pour créer une nouvelle profession. Est-ce que ça vous dérange, vous? Créer une nouvelle profession, sortir d'une profession qu'on a choisie, dérange toujours. Le seul problème est de savoir si ce dérangement peut être supporté ou ne peut pas être supporté. Je pense que chez beaucoup de professionnels, de n'importe quelle profession, qu'ils soient avoués, avocats, conseillers juridiques, ils sont dérangés dans l'exercice de leur profession. Mais un certain nombre de personnes considèrent qu'à l'heure actuelle, les mœurs, la vie telle qu'elle existe à l'heure actuelle, nécessite cette mutation. Il ne nous appartient pas de savoir si c'est meilleur ou si ce n'est pas meilleur. C'est au gouvernement qui a décidé de faire une réforme, qui a mis une réforme en chantier, de prendre ses décisions et de savoir s'il fera une réforme dans un sens ou dans un autre. Mais donc, ce n'est pas sur le fond de la réforme que vous manifestez, c'est sur un point bien précis. Lequel? Nous ne manifestons pas sur le fond de la réforme, puisque nous ne sommes pas, comme nous l'avons déjà dit souvent, demandeurs à la réforme. Nous manifestons pourquoi? Parce que nous sommes propriétaires. Nous manifestons comme un propriétaire d'immeuble, comme un propriétaire de fonds de commerce, qui voit une réforme instaurée, ou tout du moins se dessiner d'une façon très précise à l'horizon, et dans ce cadre de cette réforme, il lui est précisé que ce dont il est propriétaire, ce qui juridiquement n'est pas niable, ce dont il est propriétaire, on va l'en déposséder et on ne va rien lui donner en contrepartie. C'est-à-dire que, car vous avez peur de ne pas être indemnisé, voilà le point principal. Au point où nous en sommes, et d'après ce que nous pouvons savoir, eh bien, la menace est très grande de ce que, tout du moins, ceux qui décideraient de continuer à exercer la nouvelle profession ne seraient pas réglés de la valeur de leur étude, ou tout du moins seraient réglés dans un temps indéterminé, ce qui peut-être entre nous à l'heure actuelle équivaut au même. Maintenant, l'atome. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le commissariat à l'énergie atomique a décidé d'entreprendre dès maintenant l'étude de la construction de l'implantation d'une usine civile de séparation de diffusion gazeuse. François Closet. En un an, 2 décisions capitales ont été prises en France dans le domaine de l'électricité nucléaire. La première, il y a environ un an, celle de changer le type de centrale nucléaire. Celle que l'on construisait jusque-là utilisait ceci, c'est-à-dire de l'uranium tel qu'on le trouve dans la nature. Celles que l'on va construire désormais utiliseront ceci, c'est-à-dire de l'uranium qui a été en quelque sorte raffiné, enrichi, comme l'on dit. C'est ce que l'on fait ici à Pierrelatte. Or, la deuxième décision prise par la France, c'est de construire énormément de centrales nucléaires à uranium enrichi au cours du 6e plan, 8000 MW. Donc, un problème se pose, faire sur le plan civil cet uranium enrichi s'approvisionner. Alors, est-ce que l'on pourrait étendre sur le plan civil l'expérience de Pierrelatte? Tout d'abord, cet acquis de Pierrelatte, cette expérience de Pierrelatte, comment se présente-t-elle? Je crois, Monsieur Petit, que vous êtes assez satisfait du bilan, disons-le.
Oui, après 4 années de fonctionnement de l'ensemble de l'usine, mais en fait 7 années de fonctionnement du premier groupe, on peut s'estimer satisfait, surtout si on se rapporte à la période de 1964 où nous étions très inquiets. Les meilleurs matériels étaient réputés devoir vivre 3 ans, alors que maintenant on a beaucoup moins d'inquiétudes. Et puis d'un autre côté, cette usine est composée de 2000 étages en série, ce qui pose des problèmes de régulation qui nous apparaissaient presque insurmontables. Or maintenant, les progrès que nous avons accomplis nous ont permis d'automatiser l'essentiel de toutes ces opérations. Et vous pouvez trouver ici un exemple de collecte de l'ensemble des informations d'usine qui transitent à travers un ordinateur et qui permettent à un seul opérateur de surveiller l'ensemble du fonctionnement de l'usine. Autrement dit, l'usine se pilote toute seule et est auscultée en permanence par des ordinateurs. Toutes les 3 minutes, un cycle complet d'auscultation. Et ça marche. Et ça marche. Nous avons vu l'usine militaire de Pierre-Latte. Nous voici ici dans un hall gigantesque où l'on prépare ce que pourrait être une usine civile. Quelle différence y a-t-il entre ces deux techniques? Il n'y a pas de différence de procédé, c'est le même procédé qui serait utilisé. Il est simplement utilisé dans les usines militaires pour fabriquer peu d'uranium très enrichi, disons à des teneurs dépassant 90% en 235, et dans les usines civiles, il s'agit de fabriquer beaucoup d'uranium peu enrichi à des teneurs, disons, de l'ordre de 3%. Autrement dit, une usine répondant à des besoins civils et qui serait à l'échelle européenne serait gigantesque, même par rapport à cette énorme usine militaire de Pierre-Latte. Serait plus grande, on peut caricaturer par quelques chiffres. Elle comporterait par exemple cette usine 500 étages analogues à ceux que nous construisons dans ce hall, plus 500 étages 4 fois plus petits. Donc, la puissance consommée par cette usine, installée dans cette usine, serait de l'ordre de 2000 MW électriques et le coût d'investissement de cette usine de l'ordre de 3 milliards. Donc je crois que ce hall symbolise bien le gigantisme de cette entreprise puisqu'il est destiné à recevoir 2 étages de cette future usine et que cette usine comprendrait 500 fois des étages de ce type et 500 plus petits. C'est-à-dire ce serait près de 1000 fois ce volume au total. Approximativement. Mais il faut bien insister sur le fait qu'il y a continuité, n'est-ce pas, et du procédé, et des principes utilisés, et du mode de conduite et d'exploitation de cette usine. Il n'y a pas d'innovation. Il y a simplement une extrapolation des matériels utilisés dans cette usine, mais c'est une continuité qui permet d'en garantir le succès. Vous utilisez la même technique pour faire autre chose? C'est la même technique pour faire autre chose, très exactement. Dans les affaires de l'étranger, 4 dossiers ajoutés à celui de l'Irlande, le pétrole, le Laos, le Proche-Orient et le pari gagné par Mme Gandhi. Gérard Sebag. Le parti de Mme Gandhi est largement en tête des élections en Inde. Les premiers dépouillements de ces élections, qui ont duré 10 jours sur l'ensemble du territoire indien, donnent en effet 153 sièges au parti du Congrès sur les 202 dont les résultats sont définitifs. Le Parlement indien compte 518 députés, mais ces élections ne se sont pas déroulées sans une certaine tension. C'est ainsi qu'au Bengale, les forces de police et l'armée ont dû surveiller les opérations de vote. Au Laos, les bombardements des appareils américains sur la piste Ho Chi Minh se poursuivent. C'est ainsi que les cadavres de 465 soldats nord-vietnamiens ont été dénombrés après une opération de nettoyage dans un secteur fortement bombardé à 10 km au sud-est de Chepon. D'ailleurs, à propos de Chepon, la controverse se poursuit. Hanoï déclare « La ville est toujours entre nos mains ». Les Sud-Vietnamiens n'ont pas réussi à y pénétrer. De son côté, Saigon affirme le contraire. Pendant ce temps, sur le plan diplomatique à Paris, M. Xuan Thuy, le chef de la délégation nord-vietnamienne, a boycotté pour la 2e semaine consécutive la conférence sur le Vietnam. Proche-Orient, le calme règne toujours le long du canal de Suez, où l'on note tout de même une certaine nervosité de part et d'autre. Au Caire, on espère que les 4 grands lanceront un appel en faveur de l'application de la résolution du Conseil de sécurité du 22 novembre 1967. Négociations pétrolières, on ne connaît toujours pas la réaction d'Alger après la remise du mémorandum français. Les conversations préliminaires entre la Sonatrach, compagnie algérienne, et les compagnies françaises partiellement nationalisées se poursuivent, mais elles portent uniquement sur les problèmes de réorganisation. Avec 2 secondes de retard seulement. Maintenant, le football, Marseille qui a trébuché devant Angers. Oui, c'est une très grosse surprise. En championnat de France de football, hier soir, Marseille, qui est actuellement leader du championnat ex aequo à Saint-Etienne,
a été battu par Angers, qui occupait la 12e place du classement. Je vous propose maintenant de regarder le reportage de notre station du Mans. Les Marseillais ne nous ont pas semblé hier soir à Angers avoir digéré le match nul concédé le samedi précédent face à Saint-Étienne. En effet, les joueurs de l'Olympique de Marseille en maillot blanc n'ont jamais été en mesure de s'adapter au rythme rapide imposé dès les premières minutes de jeu par les Angevins hier soir sur la pelouse du stade Jean-Bouin. Au cours de cette première mi-temps, le SCO d'Angers mena attaque sur attaque, ce qui posa de nombreux problèmes aux défenseurs marseillais. Et à la 17e minute de jeu, après un excellent travail préparatoire du demi-angevin Guillou, Guedoz sur la droite va décocher un tir terrible qui trompe Jean-Paul Escal. Donc un avantage d'un but pour les Angevins, un avantage d'ailleurs fort mérité, ce qui semble consterner Jean-Paul Escal. Les Marseillais n'allaient pas tarder à égaliser, ce fut la conclusion d'un des épisodes du duel que se livrèrent Magnusson et Perrault. Magnusson en possession de la balle sur la droite, une faute de Perrault et l'arbitre siffle un coup franc. Coup franc que tirera Grèce. Kula surgit de la tête et Galina encaisse un but. Un partout donc, ce sera le score à la mi-temps. En deuxième mi-temps, les Angevins continueront leur forcing et se créeront, comme en première mi-temps, de nombreuses occasions de but. Edwidge se présente seul devant Escal, qui repousse, mais Guedoz a tiré au-dessus. Ce n'est que partie remise, car les Angevins ne vont pas tarder à reprendre l'avantage. Le capitaine angevin Bourdel à la balle, suivait bien son centre. Roy va récupérer la balle, et son tir croisé va trouver le chemin des filets marseillais. 2-1. Ce sera là le score définitif. Les Marseillais tenteront bien de réagir, mais ils ne réussiront pas à refaire cet handicap d'un but. Une victoire donc que l'équipe angevine n'a pas volée. Cette défaite de Marseille est évidemment une bonne affaire pour Saint-Étienne, dont le match prévu avec Metz hier soir a dû être remis à cause de l'état du terrain. Autre résultat surprenant, le Red Star qui a été battu 3-1 sur son terrain par l'équipe de Lyon. Les joueurs de Lyon sont ici en blanc et Dinalo reprend la balle de la tête. Enfin, Rennes a battu Bordeaux 1-0 et Nîmes et Reims ont fait match nul 1 partout. En Coupe d'Europe, c'était les quarts de finale match aller. Atlético de Madrid a battu Legia de Varsovie 1-0. Les Espagnols sont ici en maillot blanc. Jena, l'équipe d'Allemagne de l'Est, a battu l'Étoile Rouge Yougoslave 3-2. Enfin, l'Ajax de Hollande a battu le Celtic de Glasgow 3-0. Vous pourrez d'ailleurs voir ce match ce soir dans Match sur la 2, l'émission en couleur du service des sports, à 21h30 sur la deuxième chaîne. On parle encore beaucoup ce matin du match Cassius Clay-Joe Frazier. Humilié lundi soir, Cassius Clay semblait avoir perdu son punch, mais ce matin déjà, il a retrouvé sa langue, puisqu'il déclare tout simplement « Je prouverai que je suis plus fort que Frazier ». Frazier, le voici. Il tend le poing, il a le punch dans ce poing droit. La revanche pourrait avoir lieu en janvier prochain au Forum de Los Angeles, mais les bourses offertes aux deux boxeurs seront-elles aussi fortes? Je vous rappelle que Cassius Clay et Frazier ont touché chacun 1,3 milliard anciens, ce qui représente un total de 2,6 milliards, soit le chiffre d'affaires de toute la production française de lait en une seule journée. Revenons maintenant à ce salon. Dans ce salon, il y a beaucoup d'images, mais ces images ne vont pas cacher les chiffres qui sont également le reflet de l'activité des agriculteurs français. Ces chiffres, les voici. François-Henri Zérieux. Oui, nous sommes ici sur le ring central du salon où vous assistez actuellement à une présentation de toutes les races de chevaux représentées à ce salon. Et un détail qui vous montrera l'engouement du public rural et du public citadin pour ces présentations. Cette présentation a été un peu improvisée, nous voulions avoir du mouvement sur ce ring, et bien immédiatement il y a eu autour du ring la foule que vous voyez actuellement. Avec moi Marc Couillens, qui est commissaire général depuis 6 ans de ce salon, et à qui je vais poser quelques questions. Vous attendez combien de visiteurs ? Eh bien, nous avons une forte progression des entrées cette année, qui est de l'ordre de 10 à 14% suivant les jours. Et je pense que cette année, nous devions approcher du 1 million de visiteurs.
C'est donc beaucoup plus que l'an dernier et très près, je crois, du salon de l'auto, non? Je ne connais pas le public du salon Oui. de l'auto. Contrairement à ce qu'on croit, je crois qu'il n'y a pas que des agriculteurs qui viennent ici. Vous avez les chiffres là. C'est exact. C'est exact. Ça Attendez, n'est rien. Les chevaux sont faits pour bouger, n'est-ce pas? En fait, il y a 27% d'agriculteurs exploitants qui viennent au salon. Mais il y a également environ 52% de visiteurs de province. Et Paris, la seule ville de Paris, donne 20% de visiteurs. Nous avons avec nous aussi Monsieur Jordan, qui est officier des haras. Et Monsieur Jordan, vous vous occupez ici plus particulièrement des chevaux. Si vous aviez un conseil à donner au public parisien, quel jour lui conseilleriez-vous de venir ici? Eh bien, il y a des manifestations équestres presque tous les jours maintenant au Salon international de l'agriculture. Cet après-midi, jeudi et dimanche prochain, nous avons un concours hippique aux environs de 15 heures. Demain, vendredi, nous avons le concours de reproducteurs des races chevalines, au cours desquels toutes les races seront présentées devant les jurys spécialisés. Et enfin, samedi, les chevaux défileront avec tous les autres animaux au cours du grand défilé général. Bon, donc vous le voyez, bon nombre de rendez-vous pour les Parisiens qui veulent venir tous ces jours-ci. À vous, Paul Lefebvre. En marge de ces choses sérieuses, il y a d'autres centres d'intérêt dans ce salon, et en particulier les enfants. Des enfants, il y en a des quantités, et vous allez voir, cela a permis à Louis Doucet et à Daniel Maillot de vous présenter ces images. Le salon de l'agriculture, on ne le sait pas assez, c'est aussi celui des enfants. Des petits enfants de Paris qui ne connaissent guère les choses de la nature, les pauvres, qu'à travers ce qu'on leur en dit dans les livres. Mais pensez donc, découvrir qu'un cheval, c'est autre chose qu'une statue montée par un roi dans les jardins publics. Que le roi aujourd'hui, ça n'est pas son cousin. Et ces monstres donc, qu'est-ce que c'est? Et cette vache, pourquoi a-t-elle un ruban? Parce que c'est une bonne vache, alors on l'a récompensée à la distribution des prix. Un bonbon. Qu'est-ce que tu veux lui donner? Un bonbon. Un bonbon, mais il ne mange pas les bonbons. Ils n'aiment pas ça, les bonbons. Regardez, la Autriche, Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est un mouton? Non, ça c'est un chien. Ils sont beaux les petits cochons, hein? C'est joli? Hein, Patrick? Oui. Hein? Regarde, Wilson. Hein? Et on amène à la maison un petit cochon? Oui. Hein? Oui. Allez, on va acheter, hein? Tout ce bestiaire théorique qui devient soudain familier. Ces poussins bigarrés, ce sont des poussins de faisans. Ces poules qui ressemblent à des animaux exotiques. Ce coq habillé de pieds de poule. Et ce lapin, ce gros lapin de rêve, avec de longs poils dans les oreilles. Non, papa, je ne veux pas rentrer à la maison. Il y a encore tellement de choses à voir. C'était en quelque sorte la bande-annonce de l'Hebdo Midi Jeune que Jean-Michel Lejeune vous présente maintenant. Bonjour, dans un instant je vous proposerai une enquête de Jean-Paul Sautet sur les clubs agricoles à l'armée, puisque vous le savez, notre thème agricole et du monde rural, celui auquel nous nous tenons depuis le début de la semaine à Télémidi et Hebdo Midi. Tout de suite, les télégrammes d'Hebdo Jeune. Les associations de jeunesse veulent être représentées auprès de chacun des ministères. Près d'une centaine d'associations demandent en effet à pouvoir participer aux décisions gouvernementales. Elles donnent un exemple, la commission Armée-Jeunesse qui est déjà en place. Sondage de la Sofres cette semaine publié par Le Figaro, les Français pensent que l'on doit s'occuper avant tout des problèmes concernant les jeunes. 30% des personnes consultées estiment que l'on devrait accorder la priorité à cette question. Par ailleurs, l'événement auquel les Français ont prêté la plus grande attention ces derniers temps serait toujours, d'après ce sondage, la création d'un salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les travailleurs de moins de 18 ans.
Scission définitive au sein de l'UNEF, les deux congrès ont maintenant terminé leurs travaux. 2 présidents ont été élus, pour les trotskistes Michel Sérac, pour l'UNEF Renouveau Guy Konopnicki. Toujours un certain nombre de foyers d'agitation dans les lycées et universités, notamment en province. Quelques exemples, l'université de Poitiers a été fermée pendant 8 jours. Fermeture aussi du lycée Gay-Lussac de Limoges et Eugène Fromentin à La Rochelle. Grève également au collège d'enseignement technique de Grenoble. Le ministre de l'Éducation nationale, M. Olivier Guichard, a reçu les représentants des établissements touchés par cette agitation. Il doit également recevoir certains élèves. Dans la région parisienne, la grève tournante des instituteurs va maintenant durer jusqu'à la fin de la semaine. De façon générale, elle est très largement suivie, de 80 à 100%. Il ne faut pas, paraît-il, obliger les écoliers à faire des devoirs supplémentaires le soir à la maison. Un sondage encore, un écolier sur 2 redouble à cause du surmenage, et cela principalement entre les classes de 11e et de 7e. Pour la première fois, des émissions scolaires de télévision ont été utilisées pour une épreuve d'examen. Cela s'est passé à Metz. L'inspection académique de la Moselle a pensé qu'il était intéressant de remplacer les sujets de dissertation par des commentaires sur des émissions télévisées. Il y aura peut-être un jour des cours d'humour dans les lycées. C'est en tout cas le souhait des élèves du lycée Claude Bernard à Paris qui viennent d'organiser une sorte de programme parallèle. Premier professeur Pierre Dac, les prochains seront peut-être Jean-Yann et Michel Audiard. Le futur roi d'Angleterre vient de partir pour le service militaire. Le prince Charles a rejoint il y a quelques jours son unité à la Royal Air Force. D'ici 5 mois, il pourra se tenir aux commandes d'un avion à réaction. On a beaucoup parlé tout au long de cette semaine de l'aventure de Titus. Titus, le chien de montagne récupéré avant-hier par son maître dans le massif de la Chartreuse. Une précision tout de même importante à ajouter, c'est une demi-douzaine de scouts qui a aidé Daniel Diora à retrouver son compagnon. Les jeunes Français sont, paraît-il, les meilleurs clients des libraires. C'est encore un sondage. 63% des jeunes de 15 à 19 ans lisent au moins un livre par semaine. Chez les adultes, le pourcentage n'est que de 29%. Serge Gainsbourg sort un nouveau disque le 24 mars prochain. Pendant ce temps-là, il se trouve, en attendant, à Londres. Il prépare les futures chansons de Jane Birkin. Les Rolling Stones en France, cela semble se confirmer. Le groupe britannique viendrait s'installer dans le Midi. Certains disent que c'est pour échapper aux impôts, au fisc britannique. Charles Trenet a proposé de leur vendre sa villa et non pas de leur prêter, ce qui peut se comprendre. Antoine, au festival San Remo 1971, l'année dernière à cette occasion il avait fait un gros succès avec Taxi. Cette année il compte sur une chanson qui s'appelle Le Dirigeable. Et puis il y a quelquefois des certitudes dans ce même domaine de la chanson, un tube comme on dit en puissance pour Mireille Mathieu. L'affaire a été bien montée, la musique est de Francis Lay, c'est la chanson de Love Story, le film tiré du roman d'Éric Segal, en français Une histoire d'amour. Je vous propose effectivement de revenir maintenant à d'autres problèmes et au service militaire en particulier. Cette période constitue souvent, celle du service militaire, constitue souvent une coupure assez gênante pour le début d'une carrière professionnelle. Une expérience intéressante à ce sujet pour les jeunes agriculteurs, les clubs agricoles à l'armée, une enquête de Jean-Paul Sautet. Gaieté studieuse de l'escadron. Au 18e dragon de Mourmelon, les moments de repos sont parfois l'occasion de tapis verts sur fond kaki. Ces jeunes soldats sont tous agriculteurs ou fils d'exploitants. Pour leur service militaire, ils ont dû abandonner bien sûr l'entreprise familiale pour une année, et pourtant ceux-là reviendront peut-être chez eux en sachant davantage sur le travail de la terre. Chacun est spécialisé. Nos activités sont un peu de 3 ordres, si on peut dire, quoi. D'une part, on a les réunions, débats, quelles que celles qu'on a aujourd'hui. Pour certains, on essaiera de faire venir des gens de l'extérieur, quoi, des gens qui sont un peu plus compétents, quoi. Ça, c'est un type d'activité. On a un deuxième type d'activité qui consiste à passer des films qui nous sont prêtés par la cinémathèque du ministère de l'Agriculture. Alors ces films-là, on les passe à la salle du cinéma de la caserne, quoi. Puis ensuite, on discute à propos de ces films-là. On a déjà fait venir, on en fera venir d'autres, quoi. Ça, c'est le deuxième type d'activité. Le troisième, ce sont les visites. Une perme, pas tout à fait comme les autres. Il s'agit là de rendre visite à une exploitation de la région.
découverte de cultures ou de méthodes d'élevage qui n'existent peut-être pas dans la région dont les membres du club sont originaires. On en discutera d'ailleurs ensuite avec l'animateur du club en revenant à la caserne. J'en ai encore eu cette année, mais en les rentrant du parc. Alors c'est pas du tout parce qu'ils étaient là. Et la durée de cet tapis en caoutchouc? Il s'agit que ces jeunes, pendant leur service militaire, qui sont retirés de leur milieu, puissent garder le contact avec ce milieu et d'autre part aient la possibilité de se détendre d'une manière utile. Comment fonctionne un club? Est-ce qu'il est facile d'en créer un? Il est relativement facile d'en créer un. Les volontaires sont mis au courant dès leur arrivée dans l'armée. Et si le club n'existe pas, ces volontaires ont la possibilité de s'adresser à leur officier conseil qui leur donne tous les moyens et toutes les facilités pour le créer. Comment fonctionne un club? Quels sont les principes de base? Le premier principe, c'est le volontariat. Tout le monde doit être volontaire. Le deuxième principe, c'est que le club doit fonctionner uniquement par les gens du club. Et le troisième principe, c'est qu'il est de caractère professionnel. Bien sûr, tout cela peut paraître bien idéal. On peut se demander si les clubs agricoles sont toujours aussi actifs. On peut se demander aussi si leurs membres rencontrent toujours assez de compréhension de la part de leurs supérieurs. Il est évident que parfois, à l'armée, il risque d'y avoir de petits problèmes de ce genre. Certains chefs de peloton n'acceptent pas toujours de libérer les gars au moment où il le faudrait. Et par contre, pour les réunions, en principe, comment on les fait en dehors des heures normales de travail, ça va. Alors il y a juste uniquement les gars qui sont pris de garde ou de service, ceux-là, évidemment, il y a un problème, quoi. Il est bien entendu que ces sorties, on ne peut pas toujours les faire en dehors des heures de service. Alors l'armée ne peut pas non plus permettre en permanence que pendant les heures de service, le club puisse avoir des activités, mais c'est mon travail d'aménager et de rechercher des moments pendant les heures de service où le club peut faire des visites à l'extérieur. Au service militaire, en général, lorsqu'on est natif du Midi, on fait son service dans le Nord, ça arrive souvent. Est-ce que ce brassage se sent là au club agricole et est-ce que les jeunes agriculteurs qui font leur service en profitent? Certainement, parce que ici au 18e régiment Dragon, qui se trouve en Champagne, au camp de Mourmelon, il y a des gens, des Champenois, et il y a des gens du Midi et d'autres régions de la France. Les gens du Midi et d'autres régions de la France sont initiés par les Champenois à la culture, aux méthodes de culture qui se font en Champagne, et ils ont la possibilité, de leur côté, d'expliquer à leurs camarades de Champagne quelles sont les méthodes qui sont employées chez eux. Vous êtes de quel endroit? La région toulousaine. Et vous? Les Hautes-Alpes. C'est donc apparemment des régions différentes de celle-ci, de celle de la Marne. Est-ce que les cultures sont différentes d'ici? C'est très différent parce qu'ici c'est des cultures de céréales, des grandes exploitations. Et en les Hautes-Alpes c'est plutôt de petites exploitations et des exploitations de montagne. Est-ce qu'éventuellement ce que vous avez appris ici pourrait vous faire modifier des théories qu'on applique depuis longtemps chez vous? Oui, certainement, parce que si je reprends l'exploitation de mes parents, je devrais la modifier complètement. Alors, au bout du compte, ces clubs agricoles à l'armée sont-ils utiles? Opinion et critique d'un jeune agriculteur qui a pratiqué le club pendant son service militaire. Bien, je crois que le gros péché que l'on rencontre dans les clubs agricoles, enfin, dans tous ceux que j'ai connus, c'est que bien souvent l'animateur manque de temps pour s'occuper de ses clubs, enfin de son club, le club agricole. Et par le fait, il faudrait y remédier en tâchant de trouver des gens, que les gens qui s'en occupent soient plus libres et beaucoup plus de temps pour pouvoir soit organiser des réunions, soit prendre des contacts avec des gens de l'extérieur pour soit organiser des conférences ou des visites et ne pas forcément toujours prendre sur leur temps libre, soit le soir ou pendant les week-ends. Mais en ce qui concerne l'idée en soi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'elle est intéressante? Je crois qu'elle est très bonne, surtout au point de vue, même moi qui étais de la région, j'ai appris beaucoup par exemple sur les autres mentalités des gars de régions que je ne contacterai certainement plus jamais, des régions, dans un régiment comme au 18e, il y a des gens d'absolument toutes les régions de la France et je crois qu'il est très utile de contacter un peu toutes les mentalités, toutes les façons de penser
les réactions de différentes personnes. C'est maintenant officiel, le président de la République, M. Georges Pompidou, présidera jeudi prochain un comité interministériel restreint sur l'épargne. Comment en effet définir cette politique de l'épargne dans le cadre du 6e plan? Ce seront les thèmes de réflexion des ministres, et c'est M. Georges Pompidou lui-même qui a pris l'initiative de cette réunion. Il a demandé à M. Giscard d'Estaing un dossier sur l'épargne. Ce dossier, du reste, s'épaissit maintenant. Il y a un très grand nombre de rapports d'experts, et on peut signaler que précisément la commission qui est présidée par M. Baumgartner et qui doit donner des idées sur la réforme du marché financier, eh bien 4 membres de cette commission ont déjà fourni des rapports, et des rapports qui font quelques bruits. Donc rendez-vous à jeudi prochain. Il n'y aura bien sûr pas de décision immédiate, mais il y aura une orientation qui sera donnée. Aujourd'hui, la bourse de Paris a baissé. Michelin a donné le ton. La Française des Pétroles également a baissé, bien que aujourd'hui la société annonce le maintien de son dividende. Peut-être pour certains cela constitue-t-il une déception, car l'on s'attendait à des résultats meilleurs. À signaler que la Française des Pétroles a investi l'année dernière plus d'1 milliard, ce qui représente tout de même une somme considérable. Vous voyez que la De Beers se maintient, mais du côté des étrangères, la Philips est particulièrement secouée. En Hollande, l'aggravation des charges salariales pèse beaucoup sur l'équilibre d'exploitation des entreprises. Au pétrole, en dehors de la baisse de la Française des Pétroles à 160, vous voyez que les pétroles d'Aquitaine ont également fléchi. Et les autres affaires de raffinage, y compris la Française de Raffinage et Shell française, ont également baissé aujourd'hui, une exception, mais très minime, en tard. Vous voyez que l'Aquitaine, en séance, a encore baissé sur son cours d'ouverture, alors que Petrofina, qui est toujours la société recherchée par ses découvertes en mer du Nord, eh bien, aujourd'hui, doit également céder du terrain. Donc, une bourse plutôt en repli, avec quelques hausses seulement, nous les verrons tout à l'heure. Voici des exemples de baisse dans tous les compartiments. Olida, 2,90 francs de moins, et dans les valeurs de construction de route, même la chimique routière, qui a pourtant des perspectives très intéressantes avec la construction des autoroutes, eh bien, doit également s'aligner sur la tendance du jour. Compagnie bancaire, voilà une exception à la hausse. L'une de ses filiales, CTLM, va répartir probablement des actions gratuites, 1 pour 6, et émettre des actions en numéraire, 1 action pour 5. L'Oréal se redresse, et voici les quelques hausses de la séance d'aujourd'hui. LMT, toujours dans le téléphone, a signalé que dans ce secteur, les téléphones Ericsson viennent d'annoncer une augmentation de 50% des bénéfices, ce qui montre bien que toute cette branche d'activité est en plein développement. Sur le marché de l'or, il y a tout de même aujourd'hui une légère hausse du lingot à 6 965, tandis que le Napoléon répète son cours de 59 francs 10. Une séance donc de la Bourse de Paris en baisse aujourd'hui. Voici maintenant le débat que Télémidi vous propose en direct du Salon de l'Agriculture. François-Henri Zérieux. Oui, alors avec nous, je crois qu'il faut que nous présentions nos interlocuteurs. Avec nous, Louis Perrin, président de la Chambre d'agriculture de l'Eure-et-Loire, Lucien Bizet, président de la Chambre d'agriculture de Savoie, Michel Sordel, président de la Chambre d'agriculture de la Côte d'Or, Pierre Collet, président de la Chambre d'agriculture de la Loire, et Raphaël Rialan, président de la Chambre d'agriculture de Loire-Atlantique. Je voudrais revenir tout d'abord sur Lucien Bizet, car Lucien Bizet, président de la Chambre d'agriculture de Savoie, sera demain soir dans ce même studio l'adversaire de Sico Mansolt pour l'émission Arts égales. Et Monsieur le Président, je voudrais que vous nous expliquiez quel thème vous comptez traiter, si ce n'est pas indiscret, dans le film que vous présenterez pour cette émission. En 2 mots, très rapidement. Très rapidement, c'est très difficile, comme il est très difficile d'expliquer ce que l'on doit faire en 12 minutes sur un terrain agricole. Mais en gros, j'ai tenté, avec quelques collaborateurs extrêmement dévoués dont je rends hommage au talent et à la qualité, de traduire les difficultés des hommes sur le plan agricole
de montrer comment des agriculteurs de 45 ans qui ont entrepris, qui ont été à la pointe du progrès, qui ont regroupé des exploitations, se rendre compte, se placent mal, rencontrent des difficultés de toutes sortes. J'ai essayé de faire apparaître aussi que hors de ce milieu agricole, il n'y avait pas tellement d'espoir pour ceux d'entre eux qui n'étaient pas préparés. Mais ce sera très difficile à observer par les téléspectateurs. Bon, rendez-vous donc vendredi, demain soir, pour armes égales. Eh bien, tout de suite, nous allons passer aux questions, car bien évidemment, il serait inutile que nous venions parmi vous si ce n'était pas pour vous donner la parole. Alors, y a-t-il des questions? Oui, Dominique Nory? Oui, tout de suite, une première question de Philippe Lecoq, un jeune agriculteur du Pas-de-Calais. J'aimerais savoir quel est le rôle des agriculteurs. Quel est le rôle exact de la Chambre des agriculteurs? Ben, je crois que c'est une excellente question pour lancer le débat. Chambre d'agriculture, oui. Qui veut répondre à cette question? Pierre Collet. La Chambre d'agriculture est l'établissement public de la profession agricole, placé par la loi auprès des pouvoirs publics pour deux missions. D'abord, donner des avis sur la profession agricole. Ensuite, être une structure d'accueil pour permettre à un certain nombre d'organisations dans la structure juridique des chambres d'agriculture d'établir des réalisations. Il faut dire aussi que les chambres d'agriculture représentent l'ensemble des agriculteurs, puisqu'aussi bien elles sont élues par les exploitants agricoles, même aussi les anciens exploitants depuis la dernière loi électorale, les salariés, salariés d'organisations agricoles et salariés d'exploitation agricole, les propriétaires fonciers et les organisations agricoles, qu'elles soient syndicales, coopératives, mutualistes ou de crédit. Et en plus, il faut dire qu'elles sont élues au suffrage universel dans les mêmes conditions de contrôle que les élections politiques. Donc une organisation extrêmement importante. D'autres questions? Oui, une question de M. Aigron de la Dordogne. Pensez-vous que les prix agricoles français aient des chances d'arriver avant la fin de cette année au même niveau que les prix européens? Qui veut répondre à cette question? Louis Perrin. Je pense effectivement que la question sur les prix se pose à un bon moment, puisque le gouvernement français doit, avant la fin de cette année, réactualiser les prix en fonction de la dévaluation qui est intervenue voici 2 ans. C'est-à-dire qu'il faut que les prix français soient revenus au niveau européen pour la prochaine campagne. C'est le premier aspect de la position que nous avons prise sur les prix, et le gouvernement s'y est engagé. Le second aspect, c'est les décisions actuellement en cours de discussion à Bruxelles, qui est de réévaluer les prix, et vous savez que sur ce plan, la position des organisations françaises est de demander une nouvelle hiérarchie de prix, plus favorable que l'ancienne hiérarchie des prix, notamment pour les produits animaux. D'autres questions? Croyez-vous que la situation de la petite agriculture soit aussi mauvaise qu'on le laisse entendre? Un candidat pour la réponse? Monsieur Sandel? Écoutez, c'est une question de rapport économique. Et la petite ou la grosse exploitation sont très difficiles à différencier. Il y a l'exploitation sur laquelle l'agriculteur peut vivre et celle sur laquelle il ne peut pas vivre. Et je crois que là, tout le problème est d'arriver à rendre compétitifs par les moyens et les ressources qui peuvent être trouvées des exploitations qui sont marginales. De nouveau, là? Oui, une question de M. Abraham de la Côte d'Or. Conséquence de l'entrée de l'Angleterre dans le marché commun et quelles pourraient en être les répercussions sur le marché de la viande ovine et bovine? Oui, là aussi, c'est une grande question. Perrin? Oui, les conséquences de l'entrée de la Grande-Bretagne sont très diverses, selon les productions auxquelles on pense. Il est certain que pour les productions que vous avez citées, notamment pour la viande ovine, nous pouvons avoir quelques inquiétudes. Mais je crois qu'il faut voir le problème de l'entrée de la Grande-Bretagne sur un aspect beaucoup plus vaste. Et notre position est la suivante. Nous disons l'entrée de la Grande-Bretagne
est une chose possible, à condition que, entrant dans le club des 6 pays de la communauté, la Grande-Bretagne et aussi les pays qu'elle entraîne, car la Grande-Bretagne n'entre pas toute seule, respectent les règles que la communauté s'est données depuis un certain nombre d'années. Et je pense qu'à partir de ce respect et probablement des mesures transitoires qui seront nécessaires pour permettre l'intégration de la Grande-Bretagne et des pays qui viennent avec elle dans la communauté, les problèmes auxquels vous faites allusion peuvent trouver des solutions. Ce que nous sommes décidés à défendre, nous, représentants des agriculteurs français et européens aussi, c'est de faire en sorte qu'on ne dénature point la communauté économique par des règles particulières qui seraient accordées à ce pays ou à ces pays pour les faire entrer dans la communauté. Oui, je voudrais ajouter à ce que vient de dire Louis Perrin que les problèmes posés par l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun feront l'objet de notre émission Télévillage qui sera diffusée mardi prochain dans Télémidi, avec notamment la participation de Jean Delot, qui est le président de l'Association des producteurs de blé. Dominique Oui, Laurie, une autre question de François Baron, un de nos confrères, car il y a un certain nombre de confrères parmi nous, François Baron du Figaro Agricole. Oui, eh bien pour succéder au président Blondel le 31 mars, les bruits courent que M. Caffarelli, président de la FNSEA, et M. Collet, secrétaire général de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, seraient candidats. Je demande donc à M. Collet s'il est en mesure de nous donner des précisions. Le président Blondel, au cours d'une carrière prestigieuse de 25 ans consacrée à la défense de l'agriculture, a conduit l'institution des chambres d'agriculture à un très haut niveau. Et il a incarné tout spécialement la défense de l'entreprise libre et un certain nombre de principes fondamentaux pour lesquels il a été souvent seul à représenter ses thèses. Mais si aujourd'hui nous assistons à un certain nombre de réactions de nos collègues étrangers concernant des thèses qu'ils n'acceptent pas, c'est donc tout l'héritage de Blondel qui est en cause. Et si mes collègues présidents de chambres d'agriculture qui me l'ont dit au cours de cette dernière journée estiment que je suis le plus qualifié pour continuer l'action de Blondel, j'accepterai cette charge. D'autres questions? Oui, une question de M. Rousset sur la loi d'orientation. En 1960, la loi d'orientation agricole est votée. En 1962, la loi complémentaire est votée. Elles incitaient les agriculteurs à se grouper et à s'associer. Pourquoi, 7 ans après, ont-elles eu si peu d'effet? Le ministre des Finances n'a-t-il pas freiné? Qui veut répondre? Rialan? Sordel? Il est certain que, Michel Sordel, reliant toujours le problème qui a déjà été posé tout à l'heure, des possibilités pour l'exploitation d'avoir un revenu correct, le groupement d'agriculteurs est certainement un des moyens d'améliorer les revenus des agriculteurs dans leurs exploitations. Mais il est néanmoins certain que les groupements de producteurs ont du mal à trouver leur assise en raison d'une part de ce qu'il existe déjà des organisations groupant des agriculteurs à travers la coopération par exemple, et que l'articulation de ces deux mouvements est le problème posé actuellement, mais je crois que c'est plus un problème de bonne volonté et surtout de volonté tout court de réussite qu'un problème financier. Bien, une autre question d'un étudiant, Jean Verger, étudiant à Toulouse. Est-ce que dans les petites exploitations de 20 hectares pourront subsister en temps à venir en céréales, 20 hectares en céréales Rialan, Loire-Atlantique. Effectivement, c'est le problème qu'on peut se poser par rapport à des prix qu'il est nécessaire de déterminer dans des exploitations de référence. Et la question posée tout à l'heure sous-entend le rappel à des dispositions de cette loi d'orientation et de la loi complémentaire. On devait déterminer dans des exploitations de référence les prix unitaires. Dès l'instant que les prix seront déterminés, reste à savoir dans quelle structure ils vont s'appliquer. Et il est évident que dans beaucoup d'exploitations françaises, le problème structure est au moins aussi important que le problème prix, car à compétence égale, des agriculteurs parfaitement qualifiés ne peuvent pas s'exprimer pleinement.
j'ajouterais sur ce terrain-là qu'elles sont généralement très excentrées par rapport aux zones de forte densité de consommateurs, ce qui, au problème de l'insuffisance de la structure, ajoute l'approche, c'est-à-dire l'éloignement des deux consommateurs et le moyen d'approcher les produits près du consommateur, et qui est un autre problème qu'il faudrait aussi aborder. Attends, sur cette même question, avant d'aller plus loin, je crois que Louis Perrin et Lucien Bizet voudraient ajouter quelque chose. Ah non, Louis Bizet. Bon, Lucien Bizet. Oui, je voudrais simplement faire cette remarque qu'il ne s'agit plus là d'un problème strictement technique. Il y a l'agriculteur qui produit des denrées alimentaires. Et puis il y a les services que rend l'agriculteur au travers de son métier, ce qui est un autre problème extrêmement important. Et alors le problème devient politique. Alors à cet égard, je demande à celui qui vient de poser la question de se reporter aux déclarations de notre président de la République, M. Pompidou. Elles sont d'hier, c'est la réponse. Une question de M. Disson de l'Île-de-France. Oui, je voudrais connaître la position de la PCA en matière de couverture des accidents du travail des salariés agricoles. Cette fameuse loi qui devait être votée 6 mois après celle garantissant les exploitants agricoles et qui n'a pas encore trouvé sa solution voici plus de 5 ans. Question très technique. Raphaël Rialan. Oui. Effectivement, ce problème nous préoccupe beaucoup, car quand on sait maintenant les conséquences financières et les conséquences physiques d'accidents mal couverts ou d'accidents mal soignés pour des individus, des hommes ou des femmes, du reste il y en a beaucoup, cela nous amène à penser qu'il faudrait accélérer la procédure pour que la loi soit définitivement votée dans des conditions satisfaisantes. Des démarches sont faites, des contacts ont été pris, des propositions sont aussi formulées, mais nous ne sommes pas le législateur et nous pensons que le législateur saura combler cette lacune dans les meilleurs délais. Il y a une autre question sur les problèmes d'enseignement agricole, car je crois qu'il y a beaucoup d'étudiants aujourd'hui dans la salle. Mais alors j'aimerais poser une question à M. Louis Perrin, par exemple, sur l'avenir des techniciens supérieurs agricoles dans l'agriculture nouvelle, enfin l'agriculture actuelle. Je ne suis pas spécialement le spécialiste de ces questions à l'Assemblée permanente. Je crois pouvoir dire, puisque les chambres d'agriculture ont en matière de développement et de formation un certain nombre de responsabilités, qu'il y a place, et c'est notre sentiment à nous professionnels, pour des techniciens de qualité, mais qui soient non seulement des hommes, qui aient la tête bien faite, mais qui aient aussi le sens des contacts. L'agriculture connaît une évolution remarquable et il faut bien, pour aider les agriculteurs à faire cette mutation, mettre à leur disposition les moyens humains, pédagogiques, qui leur permettent de faire face à cette mutation. Et je pense qu'il y a place dans nos actions de développement et de formation pour des gens bien formés, ayant le sens des réalités de la terre et le contact avec les agriculteurs. Si ma mémoire est fidèle, il me semble que notre jeune interlocuteur était déjà là mardi dernier, a déjà posé une question sur le même sujet. Oui, une question de M. Foulon de Seine-Maritime, mais je crois que c'est une très vaste question. Oui. Comment envisagez-vous l'avenir de la petite exploitation? Je crois qu'on a déjà un peu parlé de ce thème, mais si quelqu'un veut ajouter quelque chose. Raphaël Rialan. L'avenir de la petite exploitation ne peut s'envisager de façon convenable que dans la mesure où elle est à un endroit déterminé dans une chaîne de production. Le petit agriculteur seul sur son exploitation, qui n'aurait pas de conseil technique, qui n'aurait pas la possibilité de s'entendre avec des voisins pour s'équiper, qui n'aurait pas la possibilité de faire transformer ses produits par une entreprise de transformation, qu'elle soit privée ou coopérative, n'a aucune chance de se tirer, sauf quelques cas très exceptionnels à la périphérie des grandes villes et pour un nombre de productions désormais de plus en plus réduit. C'est donc dans l'association, quelle que soit la forme associative du reste, qu'il faut envisager un certain devenir, et nous l'espérons le plus longtemps possible, car il y a bien là l'expression humaine du chef d'entreprise à son niveau. C'est très comparable à l'ouvrier dans une entreprise
qui a une mission précise à effectuer, un travail précis à effectuer, mais son travail n'a de sens que dans la mesure où ça sert à produire quelque chose de plus global. Notre confrère Nog, directeur du Paysan breton, a je crois une question à poser. Je voulais dire ceci. Si les décisions qui doivent être prises prochainement à Bruxelles sur les prix agricoles ne répondaient pas ou répondaient de trop loin aux espoirs des agriculteurs, l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture envisage-t-elle de faire une action commune avec le syndicalisme et notamment au plan européen? Candidat à la réponse? Perrin. Ce n'est pas dans le rôle des chambres d'agriculture d'organiser des manifestations, et c'est plutôt le rôle du syndicalisme, mais à partir du moment où c'est la défense même du sort des agriculteurs qui est en jeu, il est bien évident que tous les agriculteurs seront mobilisés dans la même action. Une dernière question, parce que le temps passe. De Monsieur Lemoine, délégué du Salon Nature et Campagne. Oui, devant la foule des visiteurs qui se pressent à Nature et Campagne, qui a lieu actuellement dans le cadre du Salon de l'agriculture, et qui, en dehors des questions chasse, pêche, horticulture, résidence secondaire, traite des problèmes de protection de la nature et de l'environnement, peut-on voir dans cette affluence un signe que notre pays, après avoir été longtemps considéré comme le moins enclin à comprendre la nature et à la protéger contre le vandalisme, évolue vers une meilleure compréhension des ressources de la nature et que l'opinion publique, sensibilisée sur les dangers de la pollution et des nuisances, acceptera plus facilement les impératifs écologiques que se propose de prendre le ministère de l'Environnement. Réponse de Lucien Bizet. Il est très difficile de répondre précisément à la question de M. Lemoine. Tout au plus, la présence de ces visiteurs et l'attention, les préoccupations qu'ils manifestent sont un signe intéressant. Mais nous sommes là sur un sujet, dans un problème, pour lequel il n'y a pas encore eu jusqu'à présent une information suffisante du public. On parle de ces questions, on parle des pollutions, on parle de l'environnement, et on ne sait pas encore ce que c'est exactement, d'où cela vient, comment cela peut se corriger. On ne sait pas exactement quel peut être le rôle de l'agriculture dans le sens d'une correction. Il y a une énorme tâche d'éducation à faire à cet égard, et je dirais que ce qui est fait en ce moment-ci par l'ORTF est de très bon augure, car c'est une excellente méthode justement pour que l'opinion soit sensibilisée à ces problèmes de façon logique, cohérente et saine. Du 50e RCT de Mulhouse, vous me venez de m'apprendre que les anciens exploitants ont droit de vote dans les chambres d'agriculture. Or, on se plaint de certains vieillissements de la population agricole. Je voudrais savoir quelle est la raison de ce droit acquis et quelle est la proportion qu'ont les anciens exploitants dans les chambres d'agriculture. Je ne sais pas si nous avons le temps de répondre. Louis Perrin, très brièvement. Dans chaque chambre d'agriculture, et ceci depuis le renouvellement de 1970, les anciens exploitants agricoles ont droit à 2 sièges, quelle que soit d'ailleurs l'importance de la chambre départementale d'agriculture. Est-ce que cette réponse... Pour quelle raison, je vous prie, c'est en tant que conseil, en tant qu'ancien qui est capable d'éclairer, ou... Je crois que maintenant, l'horaire nous oblige à abréger, à refermer cette édition de Télémidi, ce second Télémidi diffusé en direct du Salon de l'Agriculture. Bien sûr, la qualité du son n'a pas toujours été excellente, nous vous prions de nous en excuser, mais c'est la rançon de cette expérience que nous voulions faire pour votre information. Télémidi, Porte de Versailles est maintenant terminé. Merci de votre attention. Bonne journée.